Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur notre plateau, sur votre plateau Entretien Brut. Entretien Brut, le plateau sur lequel, téléspectateurs, vous savez très bien, on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Et sur ce plateau aujourd'hui, on a un invité. Il s'agit de Monsieur Amadou Lamine Diallo. Il est le premier responsable du nouveau mouvement ou organisation plutôt, je veux dire, qui s'appelle Quartier Général de la Révolution. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Madame Maïga. Bienvenue. Vraiment, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve sur votre plateau. Et c'est très agréable de me retrouver aussi à votre compagnie. Et surtout que j'ai l'habitude de vous voir sur les antennes à partir derrière un écran. Mais là, directement vous voir en personne comme ça, c'est très agréable. C'est agréable, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous qualifier encore quand même d'ex-membre de Yerewolo? Bon, je n'ai aucun problème. Vous acceptez cette appellation? Je n'ai aucun problème avec ça parce que je suis le père fondateur aussi. Je fais partie des pères fondateurs de ce mouvement. Donc, quelles qu'en soient les conditions dans lesquelles j'ai retiré mes responsabilités, je tiens toujours Yerewolo debout sur les rapports dans mon cœur. D'accord. Alors, Yerewolo, on en parlera, téléspectateurs de Mandé TV. On saura évidemment pourquoi M. Diallo a claqué la porte et est parti de Yerewolo. On saura, il nous dira tout. Entre-temps, on a notre chroniqueur. Il s'agit de Moussa Oulin Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima. Bonjour. Elle est blanche aujourd'hui. C'est signe de pureté ou quoi? Bon, ça, je ne dirais pas la révolution, mais en tout cas, bon, c'est la paix du cœur au moins. D'accord. Donc, je dirais ça va très bien. Bonjour à une femme politique. Je m'adresse à une femme politique, Mawa Sidibé, qui est dans le PADES, donc au parti du Dr Ousmane Kama, qui a une grande responsabilité donc, dans ce parti, parce qu'elle est l'inspectrice générale du parti et une femme qui a tout subi, et aujourd'hui elle continue quand même d'évoluer, et donc un coucou à elle. Et un autre bonjour à l'endroit cette fois-ci d'une institution, la FEMAFOOT. Oh là 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 là. Donc, un oui. bonjour à la FEMAFOOT. Et qui, dans cette période très canicule au Mali, on dirait comme ça, donc où il n'y a pas d'argent, le ticket pour rentrer, pour suivre le match du Mali contre le Tchad, un ticket qu'on payait à 1000 francs, on a ramené à 2000 francs. Et les 2000 francs, on a ramené à 5000 francs. Des 5000 francs, on a ramené à 10 000 francs. Jusqu'à un ticket de 100 000 francs CFA pour les VIP au Mali. Quand même, il faut que la Fédération malienne de football revoie cela. D'accord, on va suivre ça de près quand même, parce que actuellement c'est la période des vaches maigres au Mali, il faut le dire. L'économie est sérieusement impactée après la Covid-19, avec beaucoup de choses qui se passent actuellement. Téléspectateurs, on va aller tout de suite dans nos dossiers. Le premier dossier qu'on va prendre actuellement, il s'agit des frappes qui se passent à Kidal et les différents communiqués que font les communautés touareg. Diallo, un partisan du Mali, un nationaliste, vous voyez tout ça. Quelle analyse faites-vous, vos impressions? Aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à nos autorités qui pour beaucoup de Maliens, depuis longtemps, ont rêvé d'avoir aujourd'hui une autorité capable de répondre à certains défis sécuritaires. Parce que le Mali est resté très longtemps dans l'humiliation. Les populations ont souffert de complots que nous avons qualifiés de complots et préparés à l'international. Et nous accusons principalement la France d'avoir comploté avec certains Maliens de l'intérieur pour mettre notre pays à terre. Et beaucoup de régimes, à tort ou à raison, ont tout le temps tenté au Mali ici de régler le problème qui est resté sans solution. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec une armée qui monte en puissance,
qui a été tellement doté de matériel de guerre que même certaines nations internationales ont dit que le Mali est surarmé. Et aujourd'hui, nous voyons nos forces de défense et de sécurité, les forces armées maliennes, en train de porter des coups durs, très durs aujourd'hui, aux ennemis qui ont passé plus de temps à massacrer nos populations. Et surtout aujourd'hui, que le Mali se retrouve en position de force dans les négociations avec ceux-là qui ont pris des armes contre le pays. Je parle aujourd'hui des rebelles qui se retrouvent souvent au nom de la CEMAS et souvent, je pense, au nom du CSP, PD, un truc comme ça. D'accord. Donc, c'est vraiment de rendre un vibrant hommage au président colonel libérateur Assimi Goïta, à toute son équipe, les 5 colonels, le colonel Sadio Kamara, on parle de Modibo Kone, on parle de Ismaël Ouagé, on parle de Malik Diaw à l'Assemblée nationale. Je pense que cette équipe aujourd'hui fait l'honneur et la dignité de notre nation aujourd'hui. D'accord. Vous avez quand même pu suivre les différents communiqués des communautés Touareg qui demandent à ce qu'on ne fasse pas l'amalgame entre les communautés et qui soutiennent entièrement la transition, notamment un des chefs qui a eu à faire pas mal de vidéos qui a circulé. Votre avis par rapport à ça, la CEMA, le MNLA et ces autres communautés qui se détachent de cette vision ou ce projet séparatiste du Mali? Donc ceci montre à suffisance que le problème au Mali, qui a été évoqué certainement dans le concert des Nations Unies par certaines nations comme étant un conflit intermalien, un conflit ethnique, un conflit racial, un conflit religieux, était absolument faux. Donc nous sommes retrouvés avec certains Maliens qui complotaient avec des puissances étrangères contre leur propre pays. Donc c'est ce qui aujourd'hui s'est avéré être une réalité. Donc le mal est connu et le mal est en train d'être traité. Et c'est un message très fort pour dire à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent instrumentaliser les ethnies au Mali, instrumentaliser des races au Mali, instrumentaliser la religion, comme on appelle les communautés au Mali, contre leur propre pays, vont toujours se tromper. Le peuple malien est un peuple historiquement unitaire, est un peuple très civilisé qui est au-delà des considérations raciales. Donc, comme le dit notre devise, le Mali, c'est un peuple, un but et une foi. Et c'est ce qui a pris le dessus sur tous ces défis séparatistes-là aujourd'hui. Et que ces prises de position séparatistes n'avaient d'autre objectif que de récupérer une bonne partie de notre territoire pour que ces ressources minérales, ces ressources, ces matières premières ne soient pas à la disposition et au bénéfice du peuple malien, mais soit à la disposition et au bénéfice des organisations internationales, des cartels internationaux, d'autres puissances étrangères. Donc aujourd'hui, c'est ce projet machiavélique qui a échoué face à des filles et à des fils du Mali qui ont su à un moment donné se donner la main pour faire face à ce défi. D'accord. Moussa, votre analyse par rapport à ça, évidemment, c'est un dossier qu'on suit depuis des semaines, l'entrée, l'ascension des FAMA, tout le long du parcours avec cette colonne pour entrer à Kidal. Aujourd'hui, la MINUSMA part en catimini, est partie en catimini, pardon. Les Touaregs, est-ce que c'est vraiment la cohésion là? Est-ce qu'on peut espérer à quelque chose? Ou bien vous êtes toujours dans votre stratégie de frappe? Oui, non. Ben, aujourd'hui, je sais que j'avais toujours dit sur le plateau que la récupération de Kidal n'est pas quelque chose de difficile pour les FAMA parce qu'on est en rapport de force et avec les avions, les artilleries que nous avions, donc ça va nous permettre facilement de rentrer à Kidal. Bon, moi, ma question se posait toujours sur la sécurité, donc à long terme,
de la zone du Nord. Mais cette frappe ou ces frappes de l'armée malienne, je sais que c'est quelque chose que les Maliens attendaient il y a longtemps. Donc on ne va pas s'arrêter à ces frappes. On va aller au-delà de ça là, parce qu'il faut obligatoirement la libération totale de Kidal pour que Mali puisse recouvrir son territoire. Mais même si on a vu des différents communiqués, il y a certains opposants maintenant qui ont condamné certaines frappes parce que après ces frappes-là, il y a eu des dommages collatéraux. Donc ça c'est obligatoire, nous sommes en guerre. Et quand vous êtes en guerre, souvent les calculs, comment dirais-je, les calculs souvent pour les cibles, parfois il faut des dommages, c'est la probabilité. Donc tout ça là, on peut pas faire une guerre dans l'exactitude, il faut obligatoirement des dommages mais pour l'instant, ces dommages collatéraux, la DIRPA n'a pas communiqué là-dessus. Oui, non, la DIRPA ne communique pas. Moi, j'ai eu à communiquer avec certains opposants maintenant qui condamnaient fermement ces dommages, et il y a certains même qui auraient même demandé qu'il y ait, que le Mali aurait fait ceci, cela. Mais je pense que ce sont des opposants. Franchement, il faut qu'ils comprennent maintenant la situation dans laquelle le Mali se trouve. Et le Mali se trouvait depuis plus de 10 ans. Donc, obligatoirement, l'objectif principal, c'est de la libération territoriale d'abord du pays. Maintenant, les dommages et tout ce qui s'ensuit, il faut que nous parvenions quand même à voir certaines choses, à regarder certaines choses de face, et en oubliant, ou bien même si on n'essaye pas d'oublier, ce sont des gens, ce sont des êtres humains, mais ce sont des dommages. La guerre, c'est comme ça. Parfois, il y a des dommages. Mais cela ne veut pas dire que l'armée est fautive, maintenant, quelque part. Même les Français, même les Américains, pour pouvoir pourchasser des rebelles ou anéantir des rebelles, ils font des choses comme ça. Les tirs, ce sont des probabilités. Donc, on va avec. Donc, il ne faut pas que nous prenions cela comme une arme de guerre pour essayer de trimballer le pays dans la boue à l'international en disant qu'il y a ceci, cela. En tout cas, je me pose fermement maintenant à toutes ces idées ironiques, donc pour qualifier maintenant ces frappes-là comment dirais-je, les guerres au nord du Mali où il y a peut-être des crimes de guerre, parce qu'il y a certaines qui pourraient qualifier ça comme des crimes de guerre parce que ce sont des enfants, ce sont des citoyens qui sont tombés, mais il faut obligatoirement comprendre l'état dans lequel le Mali se trouvait. Donc il faut soutenir cette armée pour essayer enfin de libérer Kidal pour que le Mali puisse recouvrir son territoire, son intégrité territoriale. D'accord, mais on sait très bien que la guerre sur le terrain se fait. Après, il y a la guerre de communication. Hein. Maintenant, la véracité des faits et tout, ça reste à voir. Moi, je me retourne vers vous, Diallo. Après l'entrée, la prise de la reconquête de Kidal, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement de transition actuellement doit pouvoir poser impérativement comme base? Vous savez, depuis que j'ai reçu une information selon laquelle les autorités maliennes, surtout militaires, ont mis en place une école de guerre. C'est à partir de ce moment que j'ai porté ma confiance sur le leadership de ces autorités militaires-là. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où, ils connaissent parfaitement les objectifs, sont très clairement fixés par eux. Ils savent comment les atteindre. Donc, nous portons absolument notre confiance sur toutes les stratégies. Donc, sur votre question, sur la question du gouvernement, je pense que l'après-guerre est déjà résolue par eux. Certainement qu'ils ne l'ont pas encore dévoilé. Parce que quand on regarde un peu leur stratégie de guerre, on voit qu'ils ne foncent pas directement avec l'appareil, avec des moyens militaires. Mais il y a toujours d'abord un aspect humanitaire qui est mis en avance, parce que quand on écoute beaucoup les déclarations, ils ont compris le problème et ils disent que le problème aussi n'est pas forcément militaire, mais il peut être aussi, ce sont des questions de développement économique, donc qui est en arrière. Donc s'ils ont posé ce problème-là, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer des solutions par rapport à ça.
D'accord. Ils avancent quand même, il y a quand même pas mal de promesses. Hein. On a pu voir avec le discours du colonel Assimi Goïta depuis Caille, hein, parce que les promesses sont allées depuis Caille. Et Caille, on a suivi ce dossier, je crois, Moussa, on suit toujours ce dossier. Le colonel a fait pas mal d'annonces jusque-là. Pour l'instant, on a beaucoup d'annonces, beaucoup de communiqués, beaucoup de perspectives. En tout cas, on suit ça de très près et encore une fois, on réitère notre solidarité aux forces armées maliennes qui fait quand même un travail pas aussi facile que ça dans le nord du pays pour pouvoir reconquérir notre territoire pleinement. Ce dossier, on le met de côté parce qu'on le suit toujours. Nous allons aller sur un autre dossier. Ce dossier, franchement, je pense que même moi, mes neurones, téléspectateurs, chers invités, chroniqueurs, commencent à s'essouffler. Il s'agit du dossier de l'EDM. Les délestages indéfinis, si on peut dire. Diallo. Oui. Votre avis, vous avez vu Madame la ministre qui est sortie, qui a fait une déclaration, voilà. Bon, moi, avec mon âge, je ne pourrais pas trop me lancer dans certains propos, mais c'est ma toute première fois de voir dans l'histoire du Mali que un ministre sort par rapport à la situation et des délestages au Mali pour pointer du doigt le véritable problème. Tout ce qui se murmurait de gauche et à droite, elle l'a dit clairement sans aucun équivoque. Et le problème a été situé, c'est que des agents, des travailleurs, des responsables au sein de l'énergie du Mali ont pris des, comment dirais-je, ils ont eu des prises de position qui, au lieu de développer la société, ils ont transformé cette société en espace. C'est quoi comme prise de position donc, parce qu'on n'arrive pas à saisir, moi je n'arrive pas. Oui, quoi, la prise c'était quoi? Parce que l'énergie du Mali, qui devait développer l'énergie, l'électricité aux Maliens, apporter beaucoup plus d'électricité aux Maliens, a travaillé à se servir pour se remplir des poches. Comment? Parce qu'il y a toujours des politiques de développement de l'énergie qui se fondent sur quoi? Par exemple, sur le soleil, avec l'énergie solaire, avec le vent, les éoliennes. Mais excusez-moi, je ne veux pas vous couper, mais l'EDM n'est juste qu'un distributeur d'électricité. Hein. Ce n'est pas à elle de mettre en place une politique ou bien une stratégie et tout. C'est les politiques nationales, les politiciens qui doivent mettre en place une politique d'énergie du Mali, entre autres ceux dont vous signez. Vous citez plutôt. Oui, mais comme ils n'ont pas précisé que c'est une société de distribution, mais une société de production aussi. Donc, à partir de la production, nous savons que l'énergie au Mali, avec l'expertise que nous avons de manière universelle, on peut produire l'énergie au Mali avec le soleil, avec le vent, avec l'eau, avec l'uranium et avec du carburant. Et tous ces moyens qui sont là ont été mis à côté. Et ce qui a été priorisé, selon les propos de Madame le ministre, c'est l'énergie thermique qui se produit à partir du carburant. Et le carburant, il y en a deux. Il y a le fioul et il y a le gasoil. Le fioul a été mis de côté et le gasoil a été pris comme priorité parce que ce qui peut être volé, détourné, c'est du gasoil. Et ce qu'elle a dit, par exemple, c'était clair que en 4 jours, comment 59 citernes de 45 000 litres peut être détournées. Mais c'est clair qu'avec ça, on ne peut pas avoir de l'électricité en abondance, réellement, concrètement. Donc, c'est tous ces aspects qui ont en réalité joué sur ce truc. Donc, elle a parlé de beaucoup d'autres choses. Et moi, je pense que un problème à moitié connu, un problème connu est à moitié réglé. Parce que si elle n'avait pas posé ce diagnostic-là, on allait tourner autour du pot, sauf aller à l'essentiel. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est de nettoyer l'énergie du Mali de tous ces travailleurs véreux. D'accord. Et vous pensez qu'avec la ministre qui a déjà fait une sortie, dans les prochaines semaines, le problème va être résolu? Mais bien sûr que le problème va être résolu parce que c'est une question de volonté politique. Parce qu'elle a bien précisé que les autorités de la tradition l'accompagnent dans cette mission-là. Donc c'est ce qui est très essentiel.
Voilà, donc je pense qu'avec ça, le problème sera résolu. D'accord. Ouais. Entre-temps, Moussa, Oui. on est toujours là-dessus. Oui, c'est pourquoi hier on n'a pas pu parler parce que mon téléphone était complètement déchargé. Déchargé, Il y ça avait c'est pas- vrai. Ça c'est Il n'y avait vrai. pas de courant. Et vous savez, cette situation, je vais prendre le contre-pied de mon ami Diallo, peut-être qui fait non seulement ou bien une langue de bois, ou bien politiquement correct dans sa communication. Je vois c'est un soutien fervent de la transition et on a tous le soutien, mais peut-être on a la façon de faire le soutien. Bon, Chacun a sa peut-être manière. chacun a sa manière de faire le soutien. Moi, je fais un soutien de dénonciation, donc pour essayer de voir clairement. Le problème d'énergie, de courant au Mali, peut-être Madame la ministre a fait une communication pour essayer de faire occuper les Maliens. Après l'émission de la semaine passée, j'ai eu à parler avec des responsables du pays qui ont géré ce pays, qui connaissent très bien cette situation d'énergie. Et il y a un d'entre eux qui me dit que Traoré Assimi a hérité cette situation. Et depuis dans les temps, ce sont des peut-être principes politiques qui ont failli dans ce pays, puisqu'on n'a pas essayé d'amener une bonne politique énergétique au Mali pour essayer maintenant de freiner ou de voir, parce que tous les Maliens qui ont travaillé dans cette institution énergétique au Mali savent pertinemment que ce problème allait venir. Mais aucun président n'a pris ça au sérieux. Ce n'est pas un problème de carburant, M. Diallo. On ne peut pas d'abord substituer le problème de courant d'un pays, d'une nation, à un problème de carburant. Ça, c'est mentalement impossible. Ce n'est pas le carburant qui peut gérer un pays. Il faut des problèmes. D'abord, les moteurs ou les groupes électrogènes qu'on nous dise, qu'on nous fait parler, ce sont des solutions alternatives dans un pays. Il faut des politiques énergétiques. Il faut la construction des barrages ou maintenant les installations énergétiques solaires ou éoliennes, je ne sais quoi. Mais ce ne sont pas des groupes électrogènes que les Maliens peuvent se focaliser pour avoir le courant. Bamako a grandi. Peut-être au moment où on construisait ces barrages, à l'époque, Bamako n'était pas si grand que ça. Nos villes, Sikasso, Ségou, Koulikoro n'étaient pas si grandes que ça. Mais aujourd'hui, il y a eu une démographie très galopante. Donc la situation à Bamako a passé de 500 000 habitants à plus de 3 millions d'habitants. Et le Mali a passé de 3 millions d'habitants à plus de 20 millions d'habitants. Donc il faut voir l'aspect là. Il n'y a pas eu une politique. C'est comme si la situation dans laquelle Ibeka est venu trouver le pays, c'était déjà à genoux. Les rebelles occupaient déjà. Aucun président ne pouvait résister à l'époque de la situation. C'est de la même manière qu'Assimi est venu prendre le Mali avec ce problème énergétique. Donc il faut faire la part des choses. Madame la ministre a parlé, c'est vrai, ce qu'elle a dénoncé, il y a des vols et on n'en disconvient pas. Mais sauf si que ces vols-là n'enfreinaient pas la situation énergétique du Mali. Et il y a eu de vols. On ne peut pas dire autant d'ATT qu'il n'y avait pas de vol à l'énergie du Mali. Ça n'existe pas. Ou bien autant de Alpha Mor Kounaré, ou bien autant de Ibeka, que ça ne volait pas. Et chaque ministre qui se sont succédés à la tête de ce département du Mali, ministère de l'énergie, ils ont fait de cette société EDM une vache à lait. Selon RDC. La question que j'ai envie de vous poser aussi, parce qu'il y a quand même la démission du ministre des Mines et tout. Est-ce qu'il voyait déjà tout cela venir entre-temps? Votre avis? Parce que c'est passé, ça fait un bruit, mais assez léger. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la démission du ministre Traoré, c'était pas en prévision justement de tout ce qui se passe? Bon, moi, je n'ai pas vu d'abord les causes de la démission du ministre. Je n'ai pas vu aussi les conséquences de sa démission. Donc, je n'ai pas assez d'éléments pour faire un lien entre sa démission et les propos du ministre actuel par rapport à la question des délestages. Donc, je pense qu'avec M. Traoré, on disons la même chose, mais c'est deux aspects. Il y a d'abord le volet politique qui parle du développement de l'énergie du Mali, au Mali,
Et il y a le volet qui est technique, qui est clair, qui parle de vol, de carburant, qui peut faire marcher les moteurs pour que une quantité prévue de l'électricité soit à la disposition des Maliens. Donc, ce qui a bloqué clairement, ce sont les vols. Comme vous venez bien de rappeler depuis longtemps, EDM de Mali a été une vache à l'air pour certaines personnes. Donc, elle est sortie complètement de ce cadre parce qu'elle est venue pour donner l'électricité, mais pas pour être une vache à l'air de qui que ce soit. Et la politique, effectivement, que vous parlez, du développement du secteur énergétique au Mali, a été mise de côté, effectivement. Et ceci aussi a été rappelé par Madame le ministre. Donc, je pense que l'un dans l'autre, si le problème est connu, a été diagnostiqué, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est d'avoir confiance. Parce que Madame la ministre se retrouve dans une équipe. C'est un ensemble, ce n'est pas isolé. La question énergétique ne peut pas se séparer de la question militaire aujourd'hui. Parce que c'est tout un ensemble de politiques nationales qui fonctionnent ensemble. C'est le leadership de la nation qui a changé. Ce que, par exemple, militairement n'a pas pu être réalisé à 30, 40 ans au Mali, a pu se réaliser avec ses autorités en 2-3 ans. Donc, je suis sûr et certain parce que je crois qu'avec la question des politiques de développement de l'énergie au Mali, elle a donné un temps de 2 ans. Par exemple, pour aller au niveau des barrages, il faut 2 ans. Pour aller avec l'énergie, l'uranium, il faut aller, je crois, à 5 ans. Mais ce qui est plus rapide, je crois, c'est l'énergie solaire. Et ce n'est pas seulement sur Bamako que des solutions doivent être apportées. Il y a aussi, parce que Bamako c'est la zone urbaine, mais il y a la zone rurale aussi, et elle en a aussi signalé qu'elles ont des politiques d'ensemble là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui au Mali, on a un choix. Soit nous attaquons directement aux travailleurs que vous voulez, ça va aller au-delà des lois de la République, soit nous restons patients, avoir confiance aujourd'hui au leadership de Madame la ministre pour quelques moments, pour qu'elle nous apporte une solution définitive. Parce que ce qui a été évoqué par elle, ça touche beaucoup. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des Maliens peuvent faire ça, quoi. Comment on peut te confier un marché sur de 27 comment on appelle groupes électrogènes, oui, avec toutes ces conditions-là, et pour pallier à la canicule d'un moment bien précis, et qu'on se retrouve avec des groupes électrogènes et 13 à l'essai, et même parmi les 13 qui ne sont même pas de qualité. Donc c'est vraiment, c'est pour te dire qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Oui, mais sauf si, M. Diallo, oui, on ne fait pas, peut-être, il faut voir parfois les choses clairement en face. Okay. L'énergie du Mali, est-ce que c'est elle qui est allée acheter les groupes électrogènes, ou bien on a confié ça à une société, une société maintenant d'une grande expertise, maintenant qui connaît beaucoup dans le domaine énergétique, qui connaissent les groupes électrogènes fiables et adéquats pour le pays? Qui a attribué le contrat et à qui? C'est ça la question. Bon, ça c'est une question que moi, par exemple, je ne peux pas répondre. Et Madame la ministre aussi n'a pas dit. Oui, elle n'a pas dit. Telle société qui est allée acheter le groupe électrogène. Mais on sait quand même que il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame à l'énergie du Mali. C'est pas à elle d'acheter. Même s'il y a une commission mixte pour aller acheter des groupes électrogènes, mais cette commission doit être composée, et non seulement des membres de l'énergie du Mali, du ministère et même de Koulouba. Il faut se dire la vérité. Oui, mais c'était dit qu'il y a une commission qui est là même par rapport à ce truc d'énergie-là qui est présidé par le président de la République. Je ne connais pas toute la composante de cette commission. Mais il faut faire la part des choses. Madame la ministre a dénoncé les insuffisances au sein d'une société qui relève de son département. Maintenant, la responsabilité individuelle juridique ne relève pas de ses compétences. Ceci relève maintenant du ministère de la Justice. Donc, il y a le ministère de la Justice. Je pense que le pôle économique s'est saisi du dossier. Donc, maintenant, c'est dans ça maintenant qu'ils allons voir. Moi, je vois quand même la communication de Madame la ministre comme une communication biaisée. Donc, je le vois clairement parce que quand vous faites une telle dénonciation, c'est comme si un prêcheur, un imam, maintenant qui s'arrête devant les gens le vendredi, on dit il y avait
y avait quelqu'un en Israël. On ne dit pas son nom. Quelqu'un là, c'est qui? Donc, on essaye maintenant de coller les morceaux, donc ceci, cela, pour essayer de faire revenir les gens à la raison. C'est ce que Madame la ministre a fait. Parce que quand on nous dit qu'on les a donné l'argent, c'est essayer de les... Il faut imaginer les situations dans lesquelles les parents, les femmes, les enfants de ces travailleurs-là qui se trouvaient au marché, à l'école, il y en a des gens qui continuaient déjà à les agresser. On voit, ah non, non, celui-là, son père travaille à l'énergie du Mali, donc c'est à cause de ton père, on essaie de frapper parce que les syndicalistes, on les a vus. Donc leurs femmes, ils s'inquiétaient même de la vie, de la survie même de leurs parents, donc de leurs femmes, de leurs enfants. Donc tout ça là, c'est à cause de la communication de Madame la ministre. Si elle nous situait réellement qu'on a donné le marché à qui, peut-être il faut faire des fouilles, il faut voir, peut-être on sera donné le marché à des gens qui sont très proches même du département de dossier qu'à l'énergie du Mali. Parce qu'une telle affaire, on ne peut pas, parce que c'est une manière en tout cas d'essayer de D'accord, Moussa, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, les citoyens se demandent, beaucoup de citoyens se disent, Madame la ministre a fait une sortie, ça a beaucoup apaisé, ça a beaucoup rassuré, mais quelque part, il y a des insuffisances. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit peut-être pas d'indexer tel individu, mais il serait quand même intéressant pour nous, les citoyens, de nous dire c'est telle entreprise à qui on a confié ce marché, et jusque-là, une enquête est en cours pour pouvoir éclaircir tout ça. Ça fera en sorte que beaucoup d'entreprises feront maintenant très attention, parce qu'on ne va pas continuer dans l'anonymat, on donne des marchés, ça se passe pas bien, les sanctions, on n'en parle pas, qu'est-ce qui va réellement se faire dans les jours, les années à venir, on n'en parle pas, et demain, quand on aura encore des appels à marché, ce sont ces mêmes entreprises qui vont aller postuler et qui vont encore bénéficier de ces marchés, ça va être un éternel recommencement. Aujourd'hui, le Mali est dans une période de transition, chose que vous défendez très bien. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une certaine transparence et une certaine justice. Et aujourd'hui, pour le dossier de l'EDM, on a réellement besoin d'une certaine transparence et une certaine justice. Vous avez quelque chose à rajouter, M. Diallo? Oui, je vais vous appeler Fadima. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Merci. Fadima, vous savez, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le droit à l'information, qui est un droit qui appartient à tout citoyen. Il y a aussi ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, ce droit à l'information et la présomption d'innocence, les deux relèvent la justice, d'un droit qui appartient à tout le monde. N'est-ce pas? Donc, nous sommes dans ces conditions, là où les Maliens veulent savoir, veulent un peu avancer dans l'information sur ce qui s'est passé réellement. Et ceux qui doivent communiquer sur ça sont connus. C'est la justice qui doit communiquer sur ça. Madame le ministre ne peut pas communiquer sur ça. Il faut quand même être réaliste. Certainement que quand on nous dit, par exemple, dans des propos, les gens pensent que nous sommes des défenseurs fervents, des trucs. Nous ne menons aucune défense hypocrite. Quand tu es avec quelqu'un, tu l'es avec eux. Et nous devons les accompagner. Mais s'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faille. Quand les choses sont claires, elles sont claires. Pourquoi rendre quelque chose truc alors qu'elle est claire? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire à mon frère. Mais il s'agit de situer des responsabilités. Maintenant, ce qui est clair, ce qu'elle a dénoncé, des insuffisances au sein d'une société qui relève de son département. Il y a un syndicat qui est sorti aussi, qui s'est exprimé là-dessus. Donc, à partir de là, chacun fait son opinion là-dessus. Voilà. Oui, moi je sais très rapidement, voilà. Deux mots. Je sais que dans le code de passation de marché au Mali, si à un tel montant, le montant ne dépasse pas 6 milliards, donc il faut au moins un appel d'offres parce que le montant est colossal et on n'a pas d'abord entendu parler de l'appel d'offres pour l'achat de groupes électrogènes pour l'énergie du Mali. Ça d'abord c'est un premier cas que moi-même j'ai remarqué. Non, attends, je voulais préciser un truc. Oui. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait appel d'offres ou bien il n'y a pas eu d'appel d'offres? Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu. Mais cela ne veut pas dire
pas dit si on lançait l'appel d'offres, nous sommes des hommes de médias. On aurait vu maintenant dans les médias, parce qu'on n'a pas, en tout cas, on n'a pas vu. Et deuxièmement, il faut que Madame la ministre, et pas Madame la ministre seulement, que les ministres acceptent les débats dans les télévisions, face à face, avec les journalistes, pour essayer. On a vu avec les pays. Allez-y en Guinée, on peut pas passer une seule journée tant qu'un ministre ne passe à la télé, dans le télé privé, et vous faites un débat et à chaud. Maintenant, dans son département, sur sa gestion. Mais on a vu ici, on a l'impression que les ministres, souvent, il faut aller seulement à leur thème pour essayer de parler. Et là-bas, c'est bien oui, on dit, on pose des questions, c'est arrangé, et surtout. Et il faut qu'ils acceptent de venir sur les plateaux de télé privée ou de radio privée. Moi, j'apporte ma voix à Taouré pour dire que Mané TV, quand même, est un espace là où il faut donner aussi beaucoup d'informations. Donc, on va inviter, on va passer. Il faut que les ministres viennent aussi à Mané TV. On serait vraiment ravis d'avoir la ministre de l'énergie ici sur le plateau de Mandé TV. Oui, c'est représentant. Tout simplement. Voilà, donc les questions, le Mali aujourd'hui, le Mali-Croix d'aujourd'hui se doit une certaine transparence. Pas seulement pour le dossier de l'EDM, mais pour tous les dossiers, pour toute la nation. Je suis assez claire là-dessus. Mais entre-temps, les Maliens continuent de subir de plein fouet les coupures. Et là, je crois que je vais même me rejoindre à Moussa qui dit que plus la ministre parle, plus ça s'aggrave. Donc là, en ce moment, ça s'aggrave de jour en jour. Il est temps pour nos autorités de trouver réellement des vraies solutions par rapport à ça, pour atténuer, parce que là, ça devient assez lourd pour les portefeuilles, assez lourd pour les entreprises qui travaillent, et surtout dans la zone ACI 2000, où c'est un quartier d'affaires. Surtout pour les hôpitaux, là où il y a les malades, tout ça. Où il y a les malades et tout, je pense qu'il est temps vraiment de voir tout ça. Vraiment, les autorités, faites quelque chose pour les citoyens maliens, parce que c'est pas que Bamako, c'est même aussi dans les régions. Alors, on a bouclé ce dossier. Pas bouclé, mis de côté, je veux dire. On a un autre petit dossier qui est passé en flèche, là. C'est au niveau de la Guinée-Conakry. Il y a eu un évadé qui s'est remis. Il a fait une balade de santé, ou quoi, on se pose la question. Il s'agit de l'ex-président Dadis Camara. Ouais. Vous avez regardé un peu cette communication-là qui a été très, très rapide, on va dire. Oui, bon, vraiment, sincèrement parlant, je ne me suis pas assez concentré sur le dossier guinéen, parce que récemment, il y avait tellement de défis à relever, non seulement au sein de mon pays, mais au sein aussi d'autres activités que je mène par rapport à d'autres organisations. Et voilà, donc ce qui fait que je n'ai pas saisi exactement tout ce qui s'est passé, mais sur les réseaux avec les informations, j'ai compris que quand même il y avait un procès en cours et que pendant ce procès, il y a eu pas une tentative, mais certainement un truc d'évasion de la prison et que le président Dadis se retrouvait parmi les évadés. Il a été récupéré et ramené à la prison et qu'il y a un qui s'appelle Claude Pivi qui, entre parenthèses, se retrouve, je crois, au Libéria, mais que ce commando a été dirigé par le fils de Pivi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter en Guinée. Et je pense que pour un pays qui a passé par plusieurs phases de déstabilisation, il faut beaucoup plus jouer sur, comment on appelle, des leviers qui répriment moins. Plus de concertation nationale qui porte sur les trucs de répression. Voilà. Donc je pense que c'est par ça que la Guinée peut avoir son salut. Et je pense que le Mali a su le faire. Parce que nous avons toujours commencé d'abord par des assises nationales et qui a abouti au fur et à mesure par des poursuites judiciaires. D'accord, on ne va pas ouvrir cette parenthèse-là parce qu'au Mali aussi, est-ce qu'on n'a pas de répression quelque part? Ça, c'est la grande question. Entre-temps, Moussa. Oui, assez rapidement, oui. on va parler en deux mots. C'est une humiliation. Vous savez, je ne sais pas, entre Dadis et le motel,
c'est une longue histoire. Vous savez, les motels qu'on connaît, on a vu le procès. Toumba, c'est dans un motel où il a pris le pouvoir. Donc, c'est dans un motel aussi où il a été repris quand il a tenté de s'évader. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Une petite balade de santé. Une petite balade de santé. Ça, quand même, ce n'est pas digne d'un ancien président qui a géré le pays. Il a dit susciter un espoir, même pour les révolutionnaires comme Diallo. C'est pourquoi il n'a pas parlé. Il a Dadis dans son cœur auparavant, mais peut-être au cours de ce procès, on a vu que Dadis n'était plus ce qu'on pensait. Et c'est quelqu'un, quand même, on ne souhaite pas ça à une personne. C'est une triste fin d'un ancien président maintenant qui faisait rêver la génération montante. Qu'on disait qu'on a retrouvé maintenant des écouteurs, les Modibo et les Thomas Sankara. Avec une grosse poignée de mais on a vu aussi la route tourne. Ça a humilié beaucoup les gens, les Pachenko, les hautes personnalités, même son premier ministre. Et mais lui aussi, il se retrouve aussi dans la même situation. On dirait que c'est la roue qui tourne. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on n'a pas oublié les mises en scène assez théâtrales de Dadis Camara. Voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il a le temps de le faire là où il est. Entre-temps, ce dossier est bouclé, téléspectateurs de Mandé TV. Nous avons notre invité, Amadou Lamine Diallo. Il est le premier responsable de la nouvelle organisation Quartier Général de la Révolution. Sacré nom! On quitte de Yerewolo sur les remparts pour se retrouver à Quartier Général de la Révolution. Oui. C'est le quartier général. Oui. Carrément, pour l'Afrique. Oui. Alors, Monsieur Diallo, on veut en savoir plus. D'accord. Donc, comme vous l'avez constaté sur, peut-être, je dirais, les médias, surtout les médias sociaux, je me suis retiré de mes responsabilités au sein de Yerewolo Débousse les Remparts, pour la simple raison que, au sein de Yerewolo Débousse les Remparts, au moment où nous étions en train de nous organiser, nous avons pris le soin d'élaborer les objectifs, les stratégies, tout est bon. Et le combat que nous avons mené s'inscrivait dans la libération de notre pays. Donc la libération de notre pays devait atteindre son objectif avec le départ de la France, donc le départ de Barkhane et celui aussi de l'amunissement. Donc ceci a été acté. Et donc dans nos activités, nous avons été plébiscités, admirés, appréciés, et beaucoup de confiance des Maliens, même aussi des autorités, nous a été accordée jusqu'à ce qu'on nous a même confié ou bien approché pour participer à l'élaboration de la nouvelle constitution pour la 4e République. Donc en ce moment, on voit que nous quittons des questions de libération nationale pour se retrouver dans la construction ou bien l'édifice d'une nation. Donc ces questions politiques-là n'a pas fait objet de discussion au sein du mouvement. Donc depuis ce moment, il y a eu déjà des prises de position différentes, des visions différentes, des idées différentes, des idéologies différentes. Donc il y a des contradictions qui se faisaient. Donc alors que pour qu'un mouvement soit productif, il faut le minimum d'une unité au sein de ce mouvement. Donc lorsque les contradictions atteignent un certain niveau, au lieu que ce mouvement soit un remède, il peut être un poison en ce moment. Au lieu qu'il soit constructif, il peut être destructeur. Donc c'est après toutes ces remarques que j'ai décidé en ce moment de me retirer de Yerewolo Débousse les Remparts pour un autre mouvement, avec d'autres ambitions, avec d'autres objectifs. Donc c'est pour cela que quand j'ai démissionné, en tant que secrétaire général, il y a d'autres camarades qui m'ont suivi, tels que il y a Ali Togo, qui était le coordinateur de la commune 4. Il y a Mohamed Bil Traoré, qui était le coordinateur de la commune 2. Il y a Ibrahima Keita Maka, qui est le chef du département chargé de la formation et de l'instruction. Donc plus ou moins le secrétaire général. Et quand nous sommes sortis, nous avons été aussi approchés
par d'autres camarades que nous avons connus bien avant la mise en place de Yerawolo. Donc, nous avons alors mis en place une organisation qu'on appelle le quartier général de la Révolution. Donc, qui a d'abord pour objectif de concevoir ou bien de donner forme à les idées, les concepts, les idéologies qui, depuis Modibo Keïta jusqu'au président Assimi Goïta, ont animé les populations maliennes ou bien le peuple malien à se retrouver dans un cadre ou bien autour d'une politique pour avoir non seulement les indépendances ou bien pour relever des défis. Par exemple, nous allons prendre l'USRDA de Modibo Keïta, là où les Maliens se sont retrouvés au sein d'un parti pour donner l'indépendance au Mali. Au moment, le mouvement démocratique aussi s'est retrouvé à un moment donné en une organisation pour combattre la dictature et pour aller aussi à la démocratie. Et au niveau aussi avec Assimi Goïta, on a vu que les Maliens se sont retrouvés après une insurrection et ils ont déposé un régime pour épouser, comme on appelle, une résistance face à une situation sécuritaire qui s'imposait. Donc, après l'analyse de tous ces parcours, on s'est dit que la question idéologique, la caution idéologique, elle est indispensable, incontournable dans la construction même d'une nation de manière pérenne. Donc, c'est pour cela que nous nous sommes dit que la meilleure des idéologies que nous avons épousées, on s'est dit que c'est une idéologie révolutionnaire. Donc, quand vous prenez, par exemple, des personnalités comme Aminata Draman Traoré, qui nous ont formés dans le temps, Amadou Selou Tarodi, Amadou Djourani, paix à son âme. Nous avons Mohamed Tabouri de la radio Kaira, paix à son âme. Nous avons Vezuro, ils sont beaucoup. Tonton Jabosco, nous avons Daouda Tekete, qui ont beaucoup de connaissances sur ces questions de panafricanisme, de souveraineté, de révolution. Donc pour nous jeunes, c'est de nous mettre à leur disposition pour hériter de leurs connaissances et pour que leurs connaissances soient aussi, comme on appelle, applicables dans notre environnement. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là que nous voulons mettre ensemble pour faire la conception d'une idéologie qui sera enseignée à toutes les générations, même futures, sur laquelle nous allons nous fonder aussi pour élaborer ou bien construire une nation à l'image de notre ambition. Voilà, donc c'est un peu tout ceci. Donc pour que ça puisse se passer, nous avons... Si vous voyez le mot quartier, c'est vous dire un espace dans lequel tous ceux-là qui ont des connaissances, qui sont épris des questions révolutionnaires, qu'on se retrouve tous ensemble. Donc de manière générale, sur la base révolutionnaire. Voici pourquoi nous avons appelé le quartier général de la révolution. Et nous avons pour emblème le phénix et 5 étoiles. Donc les 5 étoiles représentent les 5 colonels. Et le phénix, ça c'est la renaissance, c'est notre renaissance de la révolution. D'accord, le phénix, la renaissance de la révolution. Est-ce que cette renaissance, c'est pas juste simplement Yerawolo sur les remparts numéro 2? Ça c'est déjà une coloration. Et ensuite, à vous écouter, les objectifs que vous avancez là sont les mêmes objectifs qu'on a entendus pendant des années ou pendant des mois avec Yerawolo sur les remparts. La question vraiment que j'ai envie de vous poser et que je suis sûre que les téléspectateurs de Mandeng TV m'en voudront si jamais je ne la pose pas, c'est de savoir pourquoi vous claquez la porte après l'incarcération de Ben Le Cerveau. D'accord. Donc, il faut comprendre d'abord par là que le mouvement Yerawolo debout sur les remparts qui a été mis en place pour la libération de notre pays qui est le Mali. Le mouvement Yerawolo debout sur les remparts, les intérêts du mouvement ne peuvent pas être au-dessus des intérêts de la nation. Et le mouvement ne se limite pas à un individu, mais le mouvement est tout un ensemble. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ce mouvement qui était là, notre présence au sein de ce mouvement créait des contradictions à l'interne qui pouvaient aboutir à certains chamaillements qui ne sont pas du tout utiles. Donc ce mouvement, en ce moment, au lieu d'être un remède pour le pays, allait être un poison pour le pays. Donc c'est pour pallier à ça que nous avons pris cette décision. Donc cette décision va au-delà de la question d'un individu. Deuxièmement,
chez nous, en termes de révolution, les incarcérations, la mort, la souffrance n'est pas négatif chez nous. C'est comme, le martyr est quelque chose de très essentiel pour nous, parce que nous que nous battons dans nos rangs, il y a des personnes qui perdent leur vie. Justement, pourquoi ça n'a pas été aussi plus facile pour vous de ramener à la raison à ceux qui, vous pensez, que n'étaient plus dans la même lignée que vous? C'était plus facile de reformer carrément Yereolo sur les remparts que de claquer la porte. Oui, parce que vous dites que vous êtes un des membres fondateurs. Oui. Donc, les membres fondateurs dans un mouvement ou dans une organisation ont quand même leur mot à dire. Donc, si les choses ne se passent pas bien, vous pouvez en discuter et puis reformer le mouvement. Pour être plus précis encore, je vous ai bien dit qu'il y avait une première phase de libération que nous avons discuté, élaboré toutes les stratégies avec les objectifs et que nous avons atteint ensemble. Et qu'avec ça, nous avons été plébiscités jusqu'à ce qu'on nous a confié des tâches qui relèvent de la construction d'une nation. Exemple précis, l'élaboration d'une nouvelle constitution. À l'intérieur du mouvement... Vous avez été associé. Oui, je viens... Tout simplement. Oui, vous n'avez pas été... Non, nous avons impliqué, nous avons été consultés. Et comme beaucoup d'autres, hein? Pas que vous. Oui, mais pas que nous, mais consultés quand même pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Et la question, quand elle a été posée au sein du mouvement, il y a eu une partie qui disait qu'il ne faut pas aller à une nouvelle constitution, à une autre république. Il y a une partie qui disait qu'il faut aller à une autre république. Donc ces deux visions sont deux visions contraires. Elles sont contraires. Soit on part, soit on ne part pas. Donc il y a eu cette discussion de profondeur, il y a eu des tiraillements, il y a eu beaucoup de difficultés autour de cette question-là. D'accord, voilà. Okay. Donc c'est pour dire que c'était vraiment très difficile. Donc il fallait à ce moment sortir. Maintenant, pourquoi sortir? C'est très simple. Nous prenons un exemple, nous essayons de caractériser ça sous un autre angle. Parce qu'il faut comprendre aux gens que il y a la bonne concurrence qui existe. Nous pouvons faire la concurrence dans les bonnes œuvres aujourd'hui. Le quartier général est Yereolo de Bosso des Remparts. Par exemple, vous prenez Soutellement qui était au Mali, et je ne sais pas si Soutellement a disparu, mais aujourd'hui, on a Maltel et on a Orange. Et la compétition entre Maltel et Orange avec les promotions... Ne comparez pas des entreprises à des mouvements, à des organisations, c'est totalement différent. Entre-temps, Moussa va vous poser quelques questions. Moi, je vais d'abord vous rappeler de cet extrait tiré de Sous l'orage de Seydou Badian Kouyaté. En disant ceci, les animaux ont des traces en dehors et l'homme a des traces en dedans. Ça vous dit quelque chose. J'ai vu une de vos vidéos où vous parliez que vous avez été convié au palais Koulouba. Ben le cerveau est parti avec 3 personnes. Étant secrétaire général, toi tu ne faisais pas partie. Et qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai donné une information globale. Oui. J'ai donné une information globale. Et cela ne ressort pas une frustration. Cela ne vous anime pas à claquer la porte parce que y avait Ben le cerveau faisait des choses à ton insu et pourtant vous étiez l'un des concepteurs de ce mouvement. Oui, je me réserve le droit de m'attaquer à mes camarades avec qui j'ai passé beaucoup de bons moments. Et donc ce qui fait que c'est pas nécessaire d'entrer dans certains détails qui ne sont pas du tout utiles, qui ne peuvent rien construire et qui ne peuvent rien détruire. Donc, toutes les communications que nous faisons, nous devons le faire de telle manière à ce que le problème soit compris dans son ensemble. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous avez dit, par exemple, une délégation qui est partie à 3 et que je n'y étais pas, peut être une raison de frustration, mais ça ne peut pas être une raison de démission. Donc, il y a eu beaucoup d'autres problèmes. Mais ce que vous venez d'évoquer, fait partie d'une narration générale dans laquelle j'ai bien précisé que quand nous sommes allés à Koulouba, ce qui était plus important et que nous sommes allés rencontrer le président de la République, Assimi Goïta, c'est que quand nous sommes allés chez lui et que nous sommes entretenus avec lui, il a dit qu'aujourd'hui, avant qu'il ne soit président, il avait déjà constaté notre bravoure dans le combat que nous sommes en train de mener et que nous n'avons pas de soutien. Lui, en tant que président aujourd'hui, est là et nous avons son soutien. Donc, le soutien de ce président en ce moment était
très essentiel pour nous. Et il a posé une question qui portait effectivement sur la question de la 4e République, qui voulait un système qui pouvait sécuriser notre pays à partir du nouvel code, d'un nouveau truc. Et c'est lui qui a encore envoyé un émissaire pour nous confier ou bien pour demander notre appui par rapport à ça. Et c'est en ce moment que les camarades qui ont mis les trois délégués qui sont partis ont refusé cette demande-là. Et cette demande qui a été refusée a été un choc pour moi et mes camarades au sein du mouvement, et nous nous sommes opposés à ceux qui sont allés dire au ministre. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai beaucoup de questions. Peut-être je vais vous interrompre. On va essayer de rassembler. D'accord. Maintenant, je vous vois, vous étiez le secrétaire général du parti Sadi, un parti révolutionnaire à Bamako. Et vous étiez aussi avec Yerawolo, vous étiez avec beaucoup de mouvements. Mais à chaque fois, vous étiez avec les mouvements. Peut-être, si on essaie d'en compter, on va jusqu'à 5 à 6 mouvements. Et maintenant, vous êtes à la création encore d'un nouveau mouvement. Peut-être, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours avec de nouvelles personnes ou dans les nouvelles organisations? Je ne suis pas avec de nouvelles personnes. Je suis dans un processus révolutionnaire dans le temps et dans l'espace. Si vous voyez chacun de ces mouvements ou partis politiques, vous allez trouver qu'il y avait une mission précise. J'étais militant du parti Sadi, je crois de 2007-2008 jusqu'à ma démission. Mais c'est à partir de 2018 que je me suis retiré des activités et précisément du parti Sadi. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'aller aux élections et je n'étais pas d'accord. Ok. Maintenant, parfois, au regard de tout ce que vous avancez, tout ce que vous dites, est-ce que on a l'impression que si vous êtes dans un moment, au cas où ça ne va pas, vous claquez la porte? Vous avez fait avec Parti Sadi en 2018, peut-être ça n'allait pas, et le plan politique de Mouad Mariko a failli. Donc, avec Yerawolo Debout aussi, le leader charismatique est en prison, vous claquez la porte. Mais pourquoi à chaque fois que le mouvement se trouve dans le problème, et vous claquez la porte? Mais pourquoi vous ne précisez pas que chaque fois que j'ai été dans un mouvement, il y a eu des résultats qui ont été atteints de manière positive? C'est ça qui est important. Le mouvement a été mis en place, c'est pour atteindre un objectif. Vous savez, voilà. Entre-temps, donc, ça veut dire que Quartier Général sera là pendant la période de transition. C'est ça que vous voulez nous dire? Non, c'est pas... Parce qu'elle a été créée, c'est un mouvement qui, selon vous, protège et accompagne la transition. Non, c'est pas... Ou bien, c'est pas ce que j'ai Ça fait partie de la protection de la transition, en fait partie. Et vous avez même cité les 5 colonels. Oui, les 5 colonels. Les étoiles. Les 5 étoiles, les colonels. Parce que et le Phénix aussi. Et le Phénix aussi. Vous savez, chaque révolution a un emblème dans les pays. Par exemple, quand vous parlez de la révolution chinoise, vous allez parler de Mao Tse-tung. Quand vous parlez de Cuba, on va parler de Castro. Du Burkina, on va parler de Thomas Sankara. Mais vous ne répondez toujours pas à ma question. Oui, mais aujourd'hui, la révolution est seulement là pendant la période de transition ou au-delà? Non, au-delà. D'accord. Au-delà, et parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, l'équipe de ces 5 colonels sont là pour l'éternité. Ça veut dire qu'après la transition, vous les voyez toujours au pouvoir? Parce que, pas question de pouvoir, mais c'est une question d'idéologie. C'est ce qu'ils représentent. C'est le nouveau système qui a... En fait, nous sommes face à la fin d'un système et à la naissance d'un nouveau système. Et c'est la naissance de ce nouveau système-là qui est incarné par ces 5 colonels. Sinon, en tant qu'individu, ils ne sont pas 5. Au-delà de la transition, selon vous? Mais c'est pour toujours. Okay. Pour toujours. Ouais. Alors, moi, je vais... Non, Moussa, entre-temps, moi, j'ai quand même envie de demander parce que je vois que notre cher invité Diallo, vous l'avez dit, a été dans beaucoup de mouvements. D'après lui, dès que les objectifs sont atteints, on crée un autre mouvement. Déjà, quartier général de la Révolution, on se dit à quand cela va vivre? Est-ce qu'elle va vivre encore assez longtemps? On le verra bien. Mais entre-temps, vous avez fait quand même pas mal de vidéos. Hein? Oui. Et dans les vidéos, vous avez quand même interpellé ou bien a été assez dur sur certains propos concernant le chef du gouvernement actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette tension avec... En le qualifiant mercenaire politique. Vous soutenez la transition, mais on ne peut pas soutenir la transition sans soutenir le gouvernement, sans soutenir le chef du gouvernement. Vous avez employé des propos que je ne me permets pas encore de... Oui, je parlais de mercenariat politique. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, parce que
Premier ministre, en tant qu'homme politique, a eu des propos qui sont très dangereux à mener une révolution, et, je dirais, conséquente pour une nation, surtout dans les conditions que nous nous trouvons. Parce que lorsqu'il a mis en cause la question du patriotisme, c'était ahurissant pour moi. Parce que pour moi, c'est comme en islam, lorsqu'on s'attaque à la foi. Parce que le patriotisme, c'est la seule chose aujourd'hui qui existe dans une nation, qui est capable de recouper, de mettre les enfants, les filles et les fils de la nation ensemble pour défendre la patrie. Donc lorsque ce sentiment patriotisme, vous le minimisez en ce moment, mais vous cassez toute la lutte. Est-ce que ce n'est pas une incompréhension? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire on ne peut pas à un certain niveau se permettre de tenir certains propos. On ne peut pas dire que quelque part, tout Malien n'est pas animé d'un esprit patriotique. Mais madame, surtout pas avec l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie. C'est ce que nous appelons le patriotisme. Et le sacrifice ultime se fait pendant ce moment. Vous ne pensez pas que c'est une incompréhension? C'est pas une question. Il faut toujours régler les problèmes. Ce n'est pas sa première sortie. Deuxièmement, d'abord, il est responsable. Il fait parmi les premiers responsables d'un mouvement qu'on appelle le mouvement M5-RFP. Donc vous étiez membre d'ailleurs. Non, père fondateur aussi de ça. Père fondateur. Voilà, je vais préciser ça aussi. Vous avez claqué la porte? C'est pas une jalousie derrière. Non, moi je ne suis pas dans les émotions. Moi je suis pas dans les émotions. Vous êtes toujours ou bien vous avez claqué la porte? Non, c'est pour ça que je vais vous dire les questions de mouvement. Mais allez-y, laissez-moi un peu avancer la question. Il y a une forme de transhumance. Au Mali, on a connu. Vous savez comment est-ce que le mouvement MCRFP a été, vous savez comment est-ce que le mouvement MCRFP a été mis sur place? D'abord, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la Troïka. Il y avait EMK, il y avait le mouvement du truc du Choguel Koura Maïga, comme on appelle SP, je ne sais plus son nom. Et puis après, il y avait le truc de Mamodiko, la SEMA. Donc, le mouvement MCRFP, on le dit, mais c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un mouvement cadré comme vous le voyez. Mais je vais revenir sur la question précise du patriotisme dont je parlais. Je disais qu'il était pas premier, mais l'un des premiers responsables d'un mouvement insurrectionnel dans lequel des personnes ont perdu leur vie. Il y a des mères, il y a des pères qui ont perdu leur fils. Vous reprochez que les procès n'ont pas été... Non, je ne reproche pas. Je dis que c'est sacré. Le patriotisme est sacré pour nous. On ne s'attaque pas au patriotisme. Deuxièmement, le même homme politique, Choguel Koukala Maïga, il y a eu un mensonge historique au Mali qui portait sur la question monétaire du franc malien. En disant que le franc malien a été un échec de tout parti par là. Mais c'était un mensonge historique et dont le problème a été la vérité, la révélation a été faite en 2010. En 2010, par les témoins et grands témoins, j'ai participé à l'atelier, à la conférence, et Choguel Koukala Maïga était présent dans la salle et la vérité a été dite. Et cette vérité qui a été dite, elle devait être partagée avec tous les Maliens. Et c'est le même, je crois, en 2010, en 2022, je crois, à l'Assemblée. Je reviens. Ça a créé des animosités entre vous. Pas d'animosité, non, il n'y a aucune animosité. Mais nous sommes là pour veiller sur la révolution. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est devant le CNT qu'il a tenu des propos qui ramenaient ce mensonge historique-là. Il fallait réagir. Donc, en ce moment, on se pose la question parce que vous dites que vous soutenez la transition. Vous soutenez la transition. En fait, d'abord, moi je suis pas. Non, moi je suis pas. On parler de transition, parler d'autorité aujourd'hui. Cette transition m'appartient. Sans parler de docteur Choguel, mais vous ne parlez pas du tout. Mais je vous dis, le docteur Choguel Koukala Maïga n'est pas assez important jusqu'à un certain niveau. On lui a donné des responsabilités pour porter la voix. C'est le chef de gouvernement, c'est lui qui prend les actions. Mais moi, je ne suis pas, je m'implique pas. C'est lui qui gère les ministres. J'ai pas traité, je n'ai ni traité, ni accusé son plan d'action gouvernemental ou ses activités gouvernementales. Je parle des questions de politique nationale, des propos qui sortent en dehors des questions gouvernementales. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il défend la cause de Moussa Traoré et que vous avez une obédience de Modibo Keïta? Non, moi je ne me retrouve pas dans ces... Non, je ne me retrouve pas. Vous êtes révolutionnaire. Tout révolutionnaire défend... Mais qui vous dit que Moussa Traoré, à un moment donné, n'a pas posé des actes révolutionnaires? Qui vous le dit? J'ai du respect pour tous ces hommes, mais chacun aussi a ses défauts. Donc, moi j'ai une question, Diallo, ça c'est très simple à vous regarder.
à regarder votre passé. Et ça va être la dernière, donc oui, à dosez-la regarder bien. votre passé. Oui. Vous faisiez partie des gens qui ont cherché ATT au pouvoir. Bien Selon sûr. lui. Selon lui, vous faites partie aussi des gens qui ont demandé Bouakabla, tout ça là, et que vous avez dit aujourd'hui sur le plateau que beaucoup de régimes se sont succédés au Mali ici, qui avaient l'ambition de reconquérir le Nord, mais ils n'ont pas pu. Mais est-ce que vous ne vous reprochez pas de quelque chose parce que vous vous êtes rendu compte que ces régimes-là n'étaient pas contre le Mali, à savoir ATT et IBK? Est-ce que, à fort intérieur, vous ne vous reprochez pas de quelque chose en ayant un peu tort de mener une révolution contre les régimes? Vous savez, moi, je suis tellement fier de mon parcours avec mes camarades parce que nous avons toujours réussi à mettre fin à des processus ou à des systèmes qui pouvaient mener notre pays dans l'abîme, quoi. Le mouvement Trop c'est trop, c'est la première fois d'attendre un mouvement au Mali, Trop c'est trop, c'est en 2012. Et je suis père fondateur de ce mouvement Trop c'est trop là. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'un régime, il s'agit d'un système. Tous ces régimes qui se sont succédés après celui de Modibo Keïta, ils se sont tous rendus complices d'un système qui obéissait à la politique criminelle française, un système assujetti. Nous avons besoin d'un régime qui sortait de ce système pour qu'il se retrouve dans un système qui ne répond que à l'aspiration du peuple et qui répond à tous les facteurs d'un État souverain. C'est de ça que nous avions besoin. Et cette fois-ci, nous l'avons eu avec le régime d'Assimi Goïta. Donc tous ces régimes que vous voyez, de IBK, Amadou Touré, certainement que j'étais petit, c'est pour cela que je n'ai pas combattu peut-être le régime de Alpha Oumar Konaré, mais en tout état d'esprit conscient avec tout ceci, avec ma force physique, je me suis battu contre ce système. Je ne bats pas un régime, je me combats un système. Voilà. Mais on a l'impression aussi, excusez-moi M. Diallo, je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est ce qui ressort quand même. On a l'impression que vous êtes l'ami de tout roi actuel à chaque fois. On a vraiment un peu cette impression, parce que même du temps de IBK, quand IBK était dans certaines grandes cérémonies, vous n'étiez pas souvent très loin. Hein. Quand il y a eu les assises nationales, vous avez participé aux assises, vous n'avez pas décrié les assises. Quand il y a eu les annéaires, vous avez participé aux annéaires. Pour l'instant, vous ne décriez pas les annéaires. On attend que toute cette vague finisse pour savoir si M. Diallo ne va pas se dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé, on s'est fait encore duper par le roi du moment. D'accord. Vous savez, avec les informations que vous venez de donner, je ne sais pas trop, mais je vais me retrouver dedans. Mais je ne pense pas avoir participé aux activités d'Ibrahim Boubacar Keïta. J'étais très opposé. Je me suis acharné contre son régime. Malgré que... On est de la presse, on a vu quand même pas mal de reportages. Ouais, vous étiez assis dans la salle, hein, avec des treillis, même très souvent. Non, bon, peut-être que ce sont les images... Les archives sont là, on va oui, pas... oui. Non, vous pouvez... Non, je dis que, par respect pour le journalisme, je me retrouve dans ça, mais je ne me rappelle pas me retrouver un peu avec un quoi que ce soit d'Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que ce régime, je l'ai combattu avec toutes mes forces. Donc, si c'est le cas, je me dirais entre parenthèses que je me suis retrouvé. En fait, je ne suis pas dans une position de tout et de rien. C'est que j'ai quand même une ouverture, une acceptation. Mais ce que je vais vous révéler contrairement, pendant son régime, j'ai eu l'occasion de me retrouver avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à Koulouba. C'est parce que il y a eu une activité qui a été organisée par notre maman Aminata Draman Traoré qui portait sur la question d'immigration. Et quand nous nous sommes retrouvés, c'est par là que nous nous sommes retrouvés avec IBK qui nous a donné une audience. Et là, je me suis retrouvé avec un homme qui était profondément patriotique, mais qui était, je dirais, comment on appelle, ligoté par la politique criminelle française. Parce qu'il nous a parlé, quoi. Mais Diallo, à vous entendre, ça va être éternellement mais est-ce que vous savez que, J'ai oui, l'impression je vais vous dire, je vais vous faire une révélation. Où le roi actuel s'en va, qu'après vous vous rendez compte que on s'est fait berner. Je me répète encore une fois, on s'est fait berner, on s'est trompé, on s'est rendu compte que l'esprit patriotique n'est pas. Quartier général de la Révolution, est-ce que c'est la dernière étape ou bien
on peut se dire dans 5-10 ans encore, on aura une autre organisation, un autre mouvement où on voit M. Diallo là-dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes quand même quelque part l'espoir de cette jeunesse, l'espoir de beaucoup de jeunes qui croient à l'esprit panafricaniste. En quittant Yerewoul au début sur les remparts, vous avez forcément eu beaucoup d'adhérents, beaucoup de fans, comme vous avez aussi eu pas mal de jeunes qui ont été un petit peu tristes de tout ça. Mais est-ce que, en bonne conscience, avec tout ce que vous faites et que le citoyen malien vous voit, vous pouvez vous dire que vous êtes vraiment un espoir pour cette jeunesse? Quand même, je souhaiterais être un espoir pour la jeunesse malienne. Et si j'ai ce privilège, je serais très honoré. Mais je pense que l'individu n'est pas aussi important que ça, que dans la lutte des peuples. Pour la simple raison que ma pensée, c'est quoi? C'est que je me base le plus souvent sur une expression du président Mao Tse-tung qui dit que lorsque une idée s'empare des masses populaires, elle se transforme en une force qui est capable d'apaiser les océans les plus agités et de réduire en poussière les montagnes les plus élevées. Donc, c'est de voir ici la capacité d'un peuple, d'une masse populaire à répondre à tout défi lorsqu'elle a réussi à atteindre une prise de conscience politique, économique, sociale et culturelle dans l'environnement dans lequel elle se retrouve. Et depuis que vous êtes dans ces mouvements, ce n'est pas toujours le cas? Non, je fais partie de ces acteurs qui, depuis un moment, ont mené des actions qui ont éveillé la conscience du peuple malien. Aujourd'hui, là où nous nous trouvons, je ne suis pas la seule personne, nous sommes beaucoup d'acteurs, même dans les médias, on vous remercie un peu partout, qui ont éveillé d'acteurs maliens, mais qui peut-être aussi ont assombri la conscience d'acteurs maliens. C'est possible, mais aujourd'hui, l'idée révolutionnaire a été épousée par la conscience des masses populaires maliennes qu'il est impossible aujourd'hui pour qui que ce soit de la manipuler. Aujourd'hui, ceux-là qui ne se soumet pas à la volonté du peuple sera immédiatement écarté, y compris ma personne. Personne n'a droit à l'erreur. Tout le monde sait ce qui se passe, surtout avec la modernité. Parce qu'avec le développement des forces médiatiques aujourd'hui, il est difficile de mentir. Tout à fait. Il est difficile aujourd'hui de mentir. Voilà, donc... nous arrivons... Malheureusement, nous avons dépassé l'heure qu'il fallait. Nous sommes déjà bien en retard. Diallo, on aura le temps de poursuivre ça et on espère pouvoir vous revoir sur le plateau d'Entretien Brut. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'il s'agit de M. Amadou Lamine Diallo. Il est actuellement le premier responsable de la nouvelle organisation Quartier Général de la Révolution. Moussa, on se dit à la prochaine. Oui, merci à les tous questions, ce sera pour une autre fois. Voilà, quand même, on continuer avec lui parce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et il sait ce qu'il fait. Donc, c'est très important. Et un jeune peut-être très intellectuel et puis malgré, parce que chacun a ses défauts. Merci beaucoup pour les fleurs. On va terminer avec... Merci, monsieur Traoré. C'est très gentil. Il vous jette pas mal de fleurs, je ne sais pas. Voilà. Ouais, je vous les renvoie, madame. Merci beaucoup, Diallo. C'est très gentil d'avoir été sur le plateau. Au moins, il y a eu des éclaircissements sur certaines questions que les téléspectateurs se posent à la maison. Donc, téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien brut. On se dit à la prochaine. Restez sur nos ondes, allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et je fais un gros coucou à la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.